Salut, je m'appelle Nicolas Pramlin et je vais vous présenter la théorie de l'éducation et de la protection de la petite enfance par le jeu ou presque par le sigle en anglais. En plus, je vais vous exposer la théorie brièvement en introduisant certains de ses concepts clés et de ses relations conceptuelles. Et je parlerai de la manière dont le jeu est compris de ce point de vue théorique. Ceci est bien sûr important puisque la perspective est appelée en réponse au jeu. Je donnerai ensuite deux exemples concrets tirés de l'éducation de la petite enfance ou dans les cas suédois de l'éducation parascolaire. Enfin, je terminerai la présentation en résumant certains des points clés et en soulignant certaines des implications de l'adoption de cette perspective théorique sur l'éducation de la petite enfance. Cette théorie, nous l'appelons l'éducation et la protection de la petite enfance par le jeu ou PRESEC. Elle se compose d'un certain nombre de concepts et de relations conceptuelles et j'en présenterai quelques-uns dans cette présentation. L'une des clés est bien sûr la réceptivité. Cela signifie que vous ajoutez, les contributions de l'enfant sont reconnues et elles ont une incidence sur la façon dont les activités se développent. Et comme si, c'est une distinction très importante dont nous allons parler. Et nous parlons aussi de ce qui se passerait. Enfin, je dirais quelques mots sur la métacommunication. Ce sont là que les concepts clés de cette nouvelle théorie. Si nous commençons par la distinction entre comme si et comme c'est, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une distinction très importante dans le cadre du travail sur le jeu en milieu éducatif. Ce que nous entendons par tel, c'est les savoirs culturels, conventionnels, les savoirs établis, les genres de choses sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord, c'est-à-dire que c'est ainsi que les choses se passent. Quant à comme si, il s'agit d'une transformation qui s'est produite dans le jeu lorsque quelque chose est compris comme s'il s'agissait d'autre chose que ce qu'il est conventionnellement. Il peut s'agir d'un acte de transformation très simple. Il se peut qu'au cours du jeu, la table devienne un bateau ou qu'un morceau de bois devienne un téléphone ou autre chose, et que l'on prenne l'objet comme s'il était autre. L'objet est pris comme s'il était autre chose. Il est alors conventionnellement compris comme tel. C'est un exemple de ce que l'on pourrait appeler une fiction consciente. Bien sûr, le jeu est l'un des domaines où cela se produit, mais il y en a d'autres comme la fiction de la littérature, le cinéma, le théâtre, entre autres. La théorisation en science peut également être considérée comme un mode de pensée de ce type. Et dans le jeu, quand on joue, quand on met en place un jeu, les participants ont tendance à passer de la parole à d'autres formes d'expression, de l'action comme si à l'action comme si. Ces changements deviennent alors très importants et sont souvent gérés par les participants par le biais de la métacommunication. Ils se disent donc que lorsque je dis ceci, je veux dire cela, ou bien qu'il faut jouer. Nous étions en tel et en tel. Tu étais cette personne et nous étions dans cette aventure. Il s'agit donc d'une sorte de communication sur la manière de communiquer. Comment ces actions ou ces paroles peuvent-elles être comprises? Ces changements deviennent donc très importants parce qu'ils mettent en relation imaginaire, la fantaisie, avec le réel, avec le conventionnel. Je donnerai quelques exemples de la façon dont cela se passe dans la vie quotidienne à l'école maternelle. Une question clé, bien sûr, lorsque nous parlons de réceptivité au jeu, est de savoir comment le jeu est compris. Au cours de l'histoire, de nombreuses tentatives ont été faites pour définir le jeu, mais la conclusion aujourd'hui est plutôt qu'il n'est pas possible de définir le jeu d'une manière qui soit commune à tout ce que nous appelons le jeu et qui exclut en même temps les non-jeux et des activités similaires telles que les jeux, entre autres. Ainsi, par exemple, Garvey affirme qu'il est devenu de plus en plus clair au cours de la dernière décennie qu'il est impossible de définir le jeu comme un type
ou un ensemble particulier d'actions. Et Ellen Schwarzman, dans une autre étude classique, écrit que si le jeu est un mode plutôt qu'une catégorie d'activités, cela remet clairement en question la vision traditionnelle selon laquelle le jeu se produit dans un temps et un espace distincts. En effet, en adoptant cette approche, on peut constater que le jeu peut se produire à tout moment et en tout lieu. Plus récemment, Ben Farheus a soutenu que toute activité peut être formatée de manière ludique, un jeu ou plus procédural. Le jeu est donc davantage lié à la manière de faire quelque chose qu'à un type particulier d'activité. Et cela peut se produire n'importe quand, n'importe où. La question est donc de savoir comment répondre à cela dans l'éducation de la petite enfance lorsque le jeu entre en jeu, pour ainsi dire. Mais comment répondre au jeu si nous ne l'avons pas défini? Et comment analyser le jeu en tant que chercheur si nous n'avons pas de définition de ce qu'il est? Notre solution consiste à traiter le jeu comme une préoccupation du participant. Nous adoptons les points de vue du participant et nous nous fondons sur des recherches qui montrent que seuls ceux qui peuvent s'indiquer mutuellement qu'ils considèrent quelque chose comme un jeu peuvent jouer ensemble. Pour jouer, il faut donc être capable de métacommuniquer. Vous devez parvenir à une sorte d'accord sur le fait que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas réel. C'est une façon d'inventer quelque chose. Et les participants y parviennent en passant de l'état actuel à l'état futur. Et comme les participants doivent se faire comprendre les uns les autres pour pouvoir jouer, ce changement devient également perceptible pour l'enseignant préscolaire, les chercheurs et d'autres personnes. Il est alors possible de répondre au jeu sans avoir de définition du jeu, car les deux participants s'indiquent mutuellement ce qu'ils considèrent comme du jeu. Une autre question de la liberté du jeu est une autre question cruciale lorsqu'il s'agit du jeu dans l'éducation et la protection de la petite enfance. Le jeu libre est souvent considéré comme un idéal. Il s'agit bien sûr d'une bonne idée, mais là encore, Van West a fait une distinction très importante qui nous permet d'approfondir nos connaissances dans ce domaine. Selon lui, la liberté du jeu peut être comprise comme une liberté de ou contre. Et il est très courant qu'elle soit considérée comme une liberté contre la participation des adultes, c'est-à-dire que le personnel ne doit pas déranger les enfants en train de jouer, par exemple. Mais il affirme que la liberté de jouer est plus importante que la liberté de mener des activités dans des directions inattendues. C'est ce que nous appelons parfois l'altérité, c'est-à-dire des contributions qui permettent d'orienter une activité dans une direction nouvelle. La question qui se pose alors est de savoir comment les autres participants réagissent à ces contributions. Et bien sûr, cette dernière position est neutre, que les participants, les enseignants du préscolaire participent ou non. Il pourrait y avoir une liberté de poursuivre des activités dans une direction nouvelle avec ou sans la participation d'adultes. Et il ne s'agit là que d'une très brève introduction à certains des concepts clés. Je vais maintenant donner quelques exemples concrets tirés d'établissements scolaires et montrer comment ces concepts peuvent être utilisés pour comprendre ce qui se passe dans ces activités. Je donnerai deux exemples. Le premier concerne la résolution partagée des problèmes mathématiques dans le cadre d'une histoire ou d'un récit fantastique. Le second exemple concerne le jeu avec les lettres et les compétences de base en matière d'alphabétisation. Le premier exemple est initié par les enseignants de préscolaire. Après avoir rassemblé les enfants, ils frappent à la porte et certains d'entre eux vont l'ouvrir. Mais il n'y a personne. Mais ils trouvent une lettre. Ils rapportent donc la lettre à l'institutrice et c'est ce qui se passe. Dois-je lire maintenant? Parce qu'il y avait ces petits messages. Voyons voir. Vous attendez? Et elle commence à lire. Bonjour à tous les enfants effrayants de la galaxie. Je m'appelle Ralph, l'espiègle. Et j'ai laissé des fruits magiques pour vous. Mais pour que vous puissiez obtenir ce fruit magique, vous devez d'abord
franchir tous les obstacles effrayants et dangereux que j'ai magiquement dressés devant votre école maternelle. Chaque obstacle. À chaque obstacle, j'ai laissé une lettre avec la mission. Si vous ne résolvez pas la mission, vous ne pourrez pas passer l'obstacle. Si vous parvenez à atteindre le fruit magique, vous recevrez un pouvoir magique dès que vous en apprendrez une bûcher. Et les enfants sont très impatients de commencer à le faire. Il suffit de sauter ici. Attendez. Quel pouvoir obtiendriez-vous lorsque vous prendrez une fruit magique? C'est à vous de décider. La lettre se termine ainsi. Bonne chance et attention à tous les monstres effrayants et vicieux qui se cachent dans les coins. Encore? L'un des enfants trouve une autre lettre et la ramasse. Elle lit. Voyons voir. Attendez. Reculez un peu. Rousseau arrive alors et qu'est-ce que tu veux lire, ça? Mais ils ne peuvent pas. Dois-je lire la mission? Vous devez tous ensemble trouver 10 objets ronds. Qu'est-ce que c'est des objets ronds? 10 objets ronds comme ça. Et l'enfant prend une poupée dans le papier. Exactement. Oui, exactement. Cela est à moi. Écoutez, si vous recevez un pouvoir magique qui vous permet de passer les pierres chaudes rouges et qu'ils ont mis ces feuilles de papier rouge sur le sol. Oh, pouvez-vous trouver 10 choses rondes ensemble? Et nous nous retrouvons ici. Nous pouvons rassembler les objets ici. C'est ainsi que l'activité est lancée. Et les enfants sont très enthousiastes à l'idée de participer. Nous sommes donc engagés dans cette activité. Cette activité dure longtemps. Ils y participent pendant environ 30 minutes. C'est donc très long pour ces jeunes enfants. Et je viens de vous montrer le tout début de l'activité. Mais c'est une longue activité. Mais que pouvons-nous voir dans cette perspective? Et si vous adoptez la même perspective? Tout d'abord, ce type de récit encadrant l'histoire est un bon moyen d'inciter les enfants à participer à la résolution d'un problème commun. Et dans ces cadres, dans ce récit, il y a un certain nombre de défis à relever qui concernent la résolution des problèmes et les concepts, les nombres, les formes, etc. L'exercice fait appel à des questions conceptuelles telles que qu'est-ce qu'un objet? Qu'est-ce qui est rond? Qu'est-ce qui est un oblong? Il est également très important pour l'éducation de la petite enfance, où nous travaillons généralement avec un groupe d'enfants, que ce récit illustre le fait que la résolution de problèmes en commun est à la fois un soutien et un défi. C'est un soutien pour que vous puissiez vous aider les uns les autres, mais c'est aussi un défi de considérer ma partie, votre partie, celle de quelqu'un d'autre, comme faisant partie d'un tout commun. C'est donc un soutien, un défi pour les groupes. Et dans ce cadre narratif, dans cette fantaisie, les enfants apprennent des concepts tels que la connaissance. Par exemple, ce que c'est un objet, ce que signifie le rond et qu'ils les font dans le cadre de la fantasy, ce monde imaginaire. Il est aussi très important de noter que les concepts, les connaissances mutuelles remplissent une fonction dans cette activité. Ils sont nécessaires pour surmonter les obstacles et poursuivre le récit. Il ne s'agit donc pas de quelque chose que l'on essaie d'intégrer dans l'activité et qu'il n'y a pas sa place. Elles sont nécessaires à l'évolution de l'activité. Les enfants participants n'acquèrent pas seulement des connaissances en matière d'assistance, mais ils développent aussi leur capacité de jeu, car lorsqu'ils arrivent au fruit, à la fin de l'aventure, ils récoltent chacun les pouvoirs magiques qu'ils ont obtenus, ce qui permet à chaque enfant d'avoir un répertoire plus large de ce qui signifie avoir des pouvoirs magiques. Par exemple, il peut avoir l'idée que le pouvoir magique permet de voler, mais quelqu'un d'autre dit, eh bien, mon pouvoir magique est de pouvoir être invisible, de créer de l'eau ou d'autres choses. Ils obtiennent ainsi un répertoire plus large de connaissances, comme si, qu'ils peuvent utiliser dans d'autres lieux et jouer dans d'autres endroits. Passons à un autre exemple. Celui-ci a été initié par les enfants eux-mêmes. Et ils ont commencé à jouer avec quelque chose qu'ils ont appelé le voleur de lettres. L'activité a duré un certain temps. L'un des enfants tente alors d'interpeller la maîtresse. Elle lui dit, « Lynn, le voleur de lettres a volé la lettre L. »
Lynn, le voleur de lettres a volé la lettre L. Le voleur, oui, il a volé ta lettre. Oh non. Alors, quel est mon nom? Si je n'ai plus de L, beaucoup d'enfants parlent en même temps. Il est difficile d'entendre ce qu'ils disent. Et elle répète la question. Alors, comment je m'appelle si je n'ai plus de L? Et puis, les enfants disent beaucoup de mots pour commencer. Par exemple, Linda. Et elle dit in ou lila, ce qui signifie petit en suédois. Il s'agit donc d'une question très difficile pour les enfants. Qu'y arrive-t-il au nom si l'on prend la première lettre? L'activité a duré longtemps. Les enfants tentent alors d'interpeller un autre enseignant de maternelle. Les voleurs de lettres a pris votre lettre. Laquelle de mes lettres a-t-il prise? Et qu'adivine-t-il du nom? L'avez-vous découvert? Les enfants ont ensuite des fiches en carton sur lesquelles sont inscrits des noms, puis ils posent leurs doigts sur la première lettre et essaient de prononcer le nom. A-N-N-A, Anna. Il ne s'agit là que de vraies brives d'une très longue activité à laquelle participent les enfants. Que peut-on voir dans cette activité si l'on adopte une perspective intrinsèque? Tout d'abord, à la différence du premier exemple, c'est l'enfant qui est à l'origine de cette activité. Mais les enfants essaient quand même d'inciter les enseignants à participer. Ils veulent les inclure dans l'activité. La première assistante maternelle est sensible aux prémices du jeu. Il est très important d'accepter les prémices du jeu pour pouvoir jouer ensemble. Dans le cas présent, la prémisse est que les lettres peuvent être volées. Elle répond en confirmant cette prémisse, comme si c'était réellement le cas. Oh non, c'est terrible. Elle lance aussi un défi. Elle ne se contente donc pas d'écouter et de confirmer les enfants, mais elle prépare aussi un défi, un vrai problème. En l'occurrence, il s'agit de savoir ce qu'il devient de mon nom ou du mot si l'une des lettres est volée ou enlevée. C'est une vraie question conceptuelle. De même, l'autre enseignante de maternelle réagit aux prémices de la pièce comme si c'était le cas. Elle planifie également un nouveau défi dans lequel l'une de mes lettres est volée. Que se passe-t-il alors? Elle indique que n'importe quelle lettre du nom peut disparaître jusqu'à présent. Les enfants n'ont volé que la première lettre de tous les noms avec lesquels ils ont joué. Elle indique ainsi que les mots peuvent être divisés en plusieurs parties au-delà de la première lettre et du reste. Mais à cette occasion, les enfants ne réagissent pas à cette différence très subtile. Pourtant, il est utile de poser ce genre de questions difficiles car, à un autre moment, ils auront peut-être montré qu'ils ont compris ou pris conscience de cette différence. Les enfants montrent également qu'ils se sont appropriés une stratégie pour résoudre ce type de problème. Ils utilisent ces cartons avec les noms sur lesquels ils posent leurs doigts et essaient d'émettre des sons. Il s'agit bien entendu d'une stratégie très utile pour résoudre ce type de problème dans d'autres situations, mais ce n'est pas le cas spécifique à cette pièce. Elle a une portée d'autres situations. Il a une portée plus large et est utilisé de manière utile dans le monde réel. C'est une sorte de connaissance. Il comprend ainsi à résoudre des problèmes réels, par exemple, comment les mots peuvent être divisés en lettres en participant au jeu dans ce scénario imaginaire, comme si il s'agissait d'une lettre volée par un voleur. Lorsque nous parlons d'enseignement et d'apprentissage par le jeu, il est important de se rappeler que le jeu n'est pas simplement un moyen d'enseigner ou d'apprentissage. Les terrains de jeu ont de nombreuses valeurs et remplissent de nombreuses fonctions pour les enfants. Ainsi, même si nous parlons de réceptivité au jeu ou d'enseignement par le jeu, il est important que les enfants puissent également jouer seuls, individuellement et collectivement. Cependant, dans l'éducation préscolaire ou l'éducation de la petite enfance, où le jeu est central et qui aujourd'hui a souvent pour tâche d'enseigner, il est important que l'enseignement soit compris
d'une manière qui inclut le jeu plutôt que de l'exclure. L'enseignement doit donc, d'une certaine manière, inclure le jeu ou y répondre afin de maintenir cette bonne tradition de l'éducation de la petite enfance, où le jeu est au cœur de la façon dont nous organisons l'apprentissage et le développement des enfants. Il est aussi important de se rappeler qu'en jouant, nous établissons et entretenons des relations sociales. Il s'agit donc d'une forme très élémentaire d'entraide. Cela se voit dans la façon dont les jeux se développent. Les premières formes de jeu apparaissent souvent dans la relation entre la personne qui s'occupe de l'enfant et le jeune enfant. Par exemple, en jouant à faire coucou ou en faisant ce genre de dialogue, un dialogue musical où on leur émet des sons amusants. Grâce à ce type d'activité, la relation est renforcée et nourrie par le jeu. Il y a donc une réflexivité inhérente entre le jeu et la construction de la relation. En jouant ensemble, nous établissons et entretenons des relations sociales les uns avec les autres. Jouer ensemble est donc aussi une forme très élémentaire d'attention à l'autre et de se confirmer les uns les autres. Pour résumer brièvement ce que nous entendons par présec, nous pouvons dire que le jeu préscolaire répond à l'éducation et à la protection de la petite enfance et signifie ou se réfère à des activités mutuelles, des activités qui sont constituées par les participants ensemble. L'enseignant ne peut donc pas enseigner seul. Il faut que les enfants prennent les responsabilités. Tous les participants contribuent donc à la réalisation de cette activité mutuelle. Et dans le cadre de cette activité, les participants passeront d'un imaginaire à un savoir culturellement établi, sans cesser de jouer. L'idée n'est donc pas de jouer, puis de s'arrêter et de faire autre chose. L'idée est de poursuivre le jeu, mais de faire quelque chose dans le jeu. Et ce que font les enseignants, c'est de se référer et d'introduire des ressources culturelles qui pourraient être des connaissances conceptuelles, par exemple, qui peuvent contribuer à faire avancer le jeu. Il peut s'agir d'introduire de nouveaux rôles dans les jeux de rôle afin de s'assurer que tous les enfants peuvent participer et jouer des rôles intéressants dans une pièce. C'est particulièrement important si vous observez que certains enfants sont marginalisés ou exclus du jeu et que l'enseignant préscolaire peut ajouter de nouveaux rôles à ce jeu de rôle pour s'assurer que ces enfants sont inclus. Une autre ambition est de contribuer à ce que les enfants apprennent de nouveaux lieux comme si. Et c'est bien sûr particulièrement important si les enfants sont marginalisés ou exclus et aussi par le jeu et l'apprentissage de ce qui se passe à l'extérieur du jeu. C'est un peu comme cette connaissance. Qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qui est rond et comment les mots peuvent être séparés en lettres, par exemple. Pour revenir à mes exemples. Dans ces activités, il est important que les enfants soient libres d'orienter l'activité dans des directions inattendues, mais pas nécessairement sans la participation du personnel. Cela signifie aussi que les enseignants de préscolaire et les enfants jouent ensemble. Il est possible ainsi les enseignants du préscolaire deviennent des participants et des co-créateurs du jeu et ne se contentent pas d'observer la classe. Ils sont des participants et jouent un rôle dans le jeu. L'ambition est de soutenir l'action des enfants en écoutant, en reconnaissant et en répondant à leurs contributions. Les enfants font très tôt l'expérience que mes contributions sont ou reconnaissent qu'elles font la différence. Je suis l'un des contributeurs et l'un des participants à cette activité. C'est évidemment très important pour que les enfants ne soient pas réduits à suivre des instructions décidées par quelqu'un d'autre, mais qu'ils participent à la décision sur l'évolution d'une activité. En ne définissant pas le jeu à l'avance et en le traitant plutôt comme une préoccupation des participants, le jeu devient plus inclusif. Car nous ne nous rendons pas aveugles rationnellement à certaines formes de jeu. Au contraire, nous sommes ouverts au jeu comme à quelque chose qui peut prendre beaucoup de formes différentes et nous pouvons toujours le voir parce que pour jouer ensemble, les participants doivent montrer clairement qu'ils jouent.
Il est donc très important de ne pas dire que pour qu'il y ait jeu, il faut qu'ils remplissent ces critères. Au lieu de cela, en examinant comment les participants s'accordent sur ce qu'ils considèrent comme un jeu, nous avons une perspective plus inclusive sur les jeux. L'une des principales ambitions du PRESEC est de rendre l'éducation plus inclusive, de faire en sorte que les enfants puissent participer de manière plus large et plus variée. Et cela est possible si les enfants n'ont pas à savoir ce qu'il en est. Ils n'ont pas besoin d'avoir certaines connaissances. Il est aussi possible de participer comme si il s'agissait de contributions fantaisistes. Il s'agit là d'un élément clé pour créer des possibilités de participation à des activités de développement mutuel pour des enfants ayant des expériences et des conditions très différentes. Il est donc essentiel pour promouvoir la justice sociale dans l'éducation de veiller à ce que les activités n'excluent pas les enfants qui n'ont pas d'expérience particulière, mais permet aux enfants ayant une expérience et des connaissances différentes de participer à des activités qui se développent mutuellement. Et là, c'est une ambition clé. D'accord. Ce n'est qu'une brève introduction à cette série et je terminerai en vous donnant quelques exemples d'endroits où vous pouvez lire. Il existe une monographie d'accès libre que vous pouvez télécharger gratuitement, un texte intégral qui s'intitule L'enseignement par les jeux dans l'éducation de la petite enfance. Il y a aussi un article sur le déclenchement dans les jeux qui explique comment pouvoir ce genre de scénario imaginaire, comment quelque chose pourrait se développer. Il y a aussi un chapitre récemment publié sur la façon de former les enseignants de l'éducation de la petite enfance à travailler dans cette perspective. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur ce projet, le projet qui a conduit à PRESEC à travers ces liens. Et vous êtes libre de me contacter à mon adresse électronique si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous remercie de votre attention.